Là, présentement, tu m'écoutes, tu te demandes, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi? Avance, inscris-toi, viens t'en faire ton tour à Expo Entrepreneur. On fait comment pour Expo Entrepreneur cette année? Du 100% virtuel, hein. Mais enfin, il va quand même falloir réfléchir à un bel endroit pour enregistrer les conférences. Ah, j'ai une idée. Salut Nima. Ouais, je pense que tu vas aimer ça, regarde. Waouh, c'est super. J'adore. On réserve du 15 au 19 mars. On a reçu un courriel de Benji. Le site internet est prêt. Tu crois pas qu'il manque quelque chose? Oui, t'as raison. On rajoute ça. Entrepreneurs du Québec, entrepreneurs de Montréal, nous avons besoin de vous. Des gens audacieux, des gens créatifs. Modèle, dynamique, fonceuse, déterminée, novatrice, rigoureuse, généreuse, passionnée. On a tous un rôle à jouer. Jouez le vôtre. Inscrivez-vous. L'économie du Québec paralysée. On se devait de prendre action pour aider l'économie à rebondir de cette situation-là. Les coûts de cette paralysie totale sont énormes. Il faut se remettre en avril 2020. On a eu l'idée de créer un produit qui permette d'aider les entreprises à rouvrir dans un contexte où il fallait garantir une distanciation sociale puis une traçabilité finalement. Le bracelet, ce que ça fait, ça permet à mieux cibler les contacts et voir si quelqu'un a été infecté par le COVID-19, de l'isoler cette personne-là pour pas qu'il infecte le reste du monde dans cette grande entreprise. C'est sûr que toutes ces données-là sont privées. Nous, on ne sait pas c'est qui, Vidéotron ne sait pas c'est qui. Alors, c'est vraiment un outil qui va aider à mieux gérer la pandémie. Et surtout, que les bureaux restent ouverts parce que quand les bureaux ferment, ça fait mal à tout le monde. On voulait que ce soit un produit qui soit conçu, fabriqué au Québec pour aider l'économie québécoise. Pour nous, dès le début, c'était très clair qu'il fallait qu'on soit en co-création, en co-développement. Il y avait plusieurs startups qui pouvaient nous accélérer dans ce défi-là. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de se parler ensemble pour valider est-ce qu'effectivement, il pouvait y avoir une chimie qui pouvait se créer entre elles aussi. Et puis ça, c'était très important à nos yeux. Le rôle de Vidéotron là-dedans, c'était vraiment de faire le chef d'orchestre et la glue entre ses équipes. Et ça, c'est important, parce que si tu n'as pas de chef d'orchestre, tu ne peux pas réaliser ça. Ils ont streamliné pour nous l'accès à toutes les ressources qu'on avait besoin. Ce qui était important pour nous, c'était de faire en sorte qu'on prenne tous les risques. On ne voulait pas, en plus, mettre à terre des startups partenaires. Tout l'aspect financier, on l'a monté en prenant en charge tous les frais de développement qui étaient imposés. La manière dont ça a été fait, ça a été vraiment très simple. On s'était donné, en fait, initialement 8 semaines pour arriver avec un produit final. La réalité, c'est qu'on a sorti le produit commercialisable en moins de 12 semaines. L'aspect délai était très important, puisque c'est une solution qu'on a besoin maintenant, là, pendant 5 ans. Là. Donc il fallait vraiment qu'on sorte quelque chose rapidement. Si on n'avait pas eu Vidéotron, on n'aurait jamais pu faire ça. On a commencé avec ce prototype ici. En parallèle, on a réussi à passer à ça, le produit final. Ça a vraiment fait travailler du monde ensemble plus fort que jamais pour être capable de le réaliser. Oui, ça a été une opportunité relation d'affaires. Sous-jacent à ça, ça a été une aventure humaine en tant que telle. C'est vraiment une chose de développer des technologies, mais c'est une autre chose à les commercialiser, à faire que ça rentre dans les mains des usagers, que ça soit un succès commercial. Travailler avec des partenaires comme Vidéotron, les autres PME dans ce projet-là, ça nous a permis de rejoindre des clients potentiels qu'on ne pourrait pas nous-mêmes. Ce que je retiens de la relation avec Vidéotron, c'est vraiment du mentorat solide. Ça fait plus que 10 ans que je suis entrepreneur. Dans toute ma carrière, j'ai jamais vu un gros joueur s'impliquer autant, venir au laboratoire, venir voir les développeurs, les designs, etc., pour faire sûr que le produit était un succès. Les grandes entreprises ici, je pense qu'elles ont un rôle à jouer vis-à-vis des futures grandes entreprises parce que c'est des accélérateurs. J'aimerais lancer un appel aux grandes entreprises du Québec. Faites la même chose et puis vous voyez qu'on est capable de faire des très belles choses. Une des grandes conclusions, c'est que si on veut aller plus rapidement, puis si on veut sortir des choses plus créatives, c'est là où l'union fait vraiment la force. Bonjour et bienvenue à cette édition 100% virtuelle d'Expo Entrepreneur pour notre EE Max, financement réduit, maintenir le cap. Mon nom est Yacine Lafar, je suis conseiller principal en stratégie d'affaires chez Desjardins Entreprises et dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir Dominique Gagnon, cofondateur et PDG de Connect & Go,
pour discuter de la façon avec laquelle son entreprise traverse cette période d'incertitude et compose avec le maintien réduit des activités. Puis à 16h, je recevrai donc Nicolas Roy, directeur général de PME Montréal West Island, et Laurie Paquette-Tanir, conseillère en sécurité financière, se joindront à moi pour discuter de gestion de la dette et de l'optimisation des ressources en période de relance. Allô Dominique, comment ça va aujourd'hui? Super bien, toi? Ça va très très bien. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Alors, effectivement, la crise sanitaire, elle a ébranlé l'industrie du divertissement dans laquelle tu opères. Mais de façon générale, elle a poussé un certain nombre d'entreprises à repenser leur modèle d'affaires en faisant, par exemple, évoluer leur structure de coûts. Et ou en réduisant la durée des cycles décisionnels avec 3 mots d'ordre, hein, c'est l'agilité, l'agilité et encore l'agilité. Donc de façon générale, quelle est la compatibilité entre l'importance d'avoir une saine gestion de la dette, donc à court, moyen et long terme, et le recul que ça requiert, et en même temps d'être capable de prendre des décisions rapidement avec des cycles décisionnels qui se réduisent? Je dirais qu'il y a plusieurs questions dans une, mais effectivement, c'est un gros défi. Ça dépend de la stratégie qu'on décide de prendre. Donc, moi, je me rappellerai toujours, au début de la crise, on avait coupé à peu près 30% des employés. On avait dit, OK, on va couper 30% de l'équipe parce qu'on s'était dit qu'on allait tellement aller loin avec le 30% qu'on allait probablement trop en couper, mais que ça nous éviterait de devoir refaire des coupures. Et 2 semaines après, on recoupait encore 20% de l'équipe parce qu'on se rendait compte à quel point c'était grave. Fait que c'est sûr que les premières décisions qui ont dû être prises et qui étaient nécessaires, tu l'as dit, c'était la structure de coût. C'était impossible avec les annulations multipliées et les signaux que le marché nous envoyait de pouvoir garder une équipe, un payroll de 500 000 aux 2 semaines. Grosso modo, on allait manquer d'argent très, très, très rapidement. Donc, il y a eu cette décision-là. Évidemment, les salaires étant le plus gros poste de dépense chez nous, ça a été la première coupure. Donc, on s'est dit, OK, on coupe dans les salaires des dirigeants. Pour nous, c'était très important. Puis on a aussi utilisé ce moment-là pour travailler sur la culture des employés. Donc, une partie des coupures des salaires des dirigeants allait à payer les employés qu'on mettait sur le chômage temporaire pour qu'ils reçoivent plus d'argent. Donc, plutôt que uniquement faire des économies, on a fait ce qu'on peut appeler de la redistribution de la richesse au tout début de la crise. Donc, c'était important pour nous. Fait qu'on est allé sur la structure, évidemment, de coûts au départ, mais on a eu une position différente, je dirais, dans le marché de la plupart de nos concurrents, qu'on s'est dit, ben OK, tout le monde va mettre leur compagnie en veilleuse, parce que c'est ce qu'on se faisait dire de faire. Vous devriez stopper vos opérations, attendre que ça revienne. Puis moi, je suis de philosophie que l'attaque est la meilleure défensive. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut continuer à faire? Bien, on veut faire 2 choses. On veut faire de l'innovation parce que c'est notre culture. Donc, on va augmenter nos investissements en recherche et développement et en produits. Puis, on veut aussi être plus agressif sur le marché parce qu'on se dit, ben les clients vont avoir moins de discussions. Leurs fournisseurs vont être moins disponibles. C'est le bon moment, en fait, d'attaquer. Donc, on a décidé de faire une embauche au niveau du département du développement des affaires et d'augmenter les ressources au niveau du produit. Et je pense que ça a été une excellente décision. Et évidemment, tout ça n'aurait pas été possible sans la coupure dans la structure de coûts, parce que le but n'était pas d'augmenter la dette, parce que je ne cacherai pas qu'on commençait déjà à avoir énormément de dettes, selon moi, mais on a eu la chance aussi d'avoir des investisseurs, on est en haute technologie, confiants dans la reprise, confiants dans l'entreprise. Donc, on a eu 2 millions de dollars de nos investisseurs qui nous a permis d'aller chercher un 2 millions supplémentaires en dette, donc un 4 millions de dollars au début de la crise qui nous donnait à peu près 18 mois de run rate. Et on se disait que 18 mois, ben, la pandémie allait finir bien avant ça puis qu'on avait le temps. Je ne cacherai pas que ça a été un petit peu plus vite. On a dû refaire des ajustements, mais on pense avoir pris la bonne stratégie. Donc, diminuer les coûts dans les postes budgétaires qui n'étaient pas nécessaires, qui ne créaient pas de la valeur à court terme et augmenter un petit peu les dépenses où ça pouvait créer des opportunités et surtout créer de la valeur parce que nous, c'est le discours qu'on a avec nos partenaires, nos investisseurs. Comment on s'assure de garder la valorisation de l'entreprise au moins au même niveau. Et pour ça, il fallait réattaquer rapidement. Merci Dominique. En fait, ça fait pas mal
je trouve que le portrait global de ce que vous avez pu faire. Si on se focalise maintenant sur les dépenses en R&D, on sait que dans le secteur tech, en moyenne, c'est entre 30 à 40% des dépenses. Comment, dans le contexte de la Covid et dans ce que vous avez fait, vous avez ajusté la part de vos dépenses consacrées à la R&D et comment, parfois, ça peut même paraître contre-intuitif quand on est dans une stratégie où on veut réduire les coûts? Je dirais que je me suis fait évidemment questionner par mon board sur certaines stratégies qu'on optait. Mais en fait, on est passé, j'ai vérifié le chiffre rapidement, on a dépassé, je pense, un peu le cap du 60% en R&D. Okay. Donc, évidemment, on parle de presque doubler. Puis, il y avait deux raisons à ça. La première raison, c'était de dire il va y avoir des nouveaux besoins post-pandémiques, il y a des opportunités post-pandémiques, et la meilleure façon de gagner, c'est d'avoir le meilleur produit sur le marché. On avait aussi dans le temps une technologie qui était stable, mais des fois plus difficile à livrer, ce qui demandait plus d'employés. Puis une des décisions qu'on a prises comme équipe de direction, c'est de ne pas vouloir redevenir une grande équipe de 80-100 personnes. Donc, de vouloir diminuer la taille de l'entreprise au niveau de l'équipe. Et pour ça, il fallait travailler sur la stabilité et la robustesse du produit, donc sur la R&D. Donc, ça a été une des stratégies, je dirais, qu'on a décidé d'investir. La deuxième raison qu'on a décidé d'aller plus en R&D, c'est aussi, pour la première fois de la vie de notre équipe de développement, c'était calme. Généralement, notre équipe de développement était dérangée à chaque 15 minutes par un nouveau projet, un nouveau feature, une nouvelle demande. On a réellement réalisé, en l'espace de 1 an à peu près, ce qu'on pense qu'il nous aurait pris 3 ans et demi en termes de développement de produits. Donc, on a eu une vélocité hallucinante. Et là, on commence à trouver difficile la reprise parce qu'on recommence à déranger nos équipes. Et là, on voit que la livraison d'un roadmap, d'un produit dans le roadmap ou d'un sprint est en train de prendre plus de temps. Donc, c'était la bonne stratégie, je pense, de dire pendant que c'est calme, on va innover, on va développer, on va faire de la R&D. C'est intéressant. Et qu'est-ce qui va rester de ces façons de faire lorsque on reviendra à une situation un peu plus nominale? On est redevenu, puis j'ai écrit un billet sur le blog de Les Affaires sur ce sujet-là, je pense qu'il y a 3 semaines, en disant qu'une des bonnes nouvelles de la pandémie pour Connect & Go, ça a été de redevenir une start-up. On était devenu une entreprise, je dirais, un peu corporative, process. Je dis toujours à la blague, c'était extrêmement compliqué de prendre une décision intuitive. C'était toujours, OK, il faut parler à 18 personnes pour décider si on peut aller à gauche ou à droite. On est redevenu une plus petite équipe ultra performante. On a revisé aussi sur la culture d'entreprise. Avant la pandémie, on était rendu avec une culture très difficile. Des mauvais messages sur Glassdoor. Un taux de roulement qui avait augmenté parce qu'on avait fait une croissance rapide, beaucoup trop absorbé de nouveaux employés sans bien les intégrer. Et là, en fait, on est redevenu dans une culture de performance que moi, j'appelle une culture du sport. Donc, nous, on fait énormément de parallèles entre le capital humain et le sport. Notre directrice de ressources humaines est une ancienne psychologue sportive qui a amené une équipe olympique aux Olympiques. Donc, on a une philosophie différente, mais depuis la pandémie, la culture de Connect & Go est parmi les meilleures selon Office Vibe. Et on est redevenu une culture de performance. Et une fois que tu redeviens là, tu n'as plus envie de reculer. Je ne vais plus accepter de revenir en arrière. Donc, je pense qu'on va croître, mais on va garder cette culture-là, autant au niveau du capital humain qu'au niveau du processus décisionnel, de dire on reste une start-up. On va continuer de lancer des produits dans le marché en MVP qui ne sont pas prêts. On va arrêter de passer 8 mois à développer pour tester le marché. Puis moi, à la blague, j'enseigne l'entrepreneurship à l'ETS. Et je dirais que c'est ce que j'enseigne à mes étudiants m'a appris énormément. Parce qu'à force de leur répéter, d'arrêter d'essayer de trop développer avant de lancer un produit, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on faisait chez nous. Donc, j'ai dit à partir de maintenant, dans 2 semaines, je vous annonce, on lance un produit, il n'existe pas vraiment. Mais on va le mettre en marché comme jamais, il va sembler parfait. Et si la réponse du marché est bon, on va mettre le gaz et on va le faire. Donc, on change notre approche. Ouais, donc en fait, finalement, c'est de garder le meilleur des 2 modèles, en fait, donc la rapidité à développer et en même temps capitaliser sur l'expérience qu'on peut avoir quand on est une entreprise qui a effectivement plus d'expérience. En termes de critères d'investissement, quand il va s'agir d'allouer tes dépenses, est-ce que la Covid va faire évoluer les critères ou les paramètres d'arbitrage sur les postes de dépenses? Un peu sur les postes, définitivement sur les postes, parce que comme je disais, on a décidé de changer notre approche de déploiement. Donc, évidemment, le type de ressources humaines qu'on va chercher, les investissements vont être différents. Puis, on est redevenu extrêmement focusé sur 2 choses. La création de la valeur
mais aussi sur arrêter de penser un peu trop VC. Donc, on s'entend, avant la pandémie, on se faisait appeler à tous les semaines pour se faire dire « Oh, vous pouvez lever 10 millions, lever 20 millions, lever 30 millions. » À la blague, je disais que si tu avais un petit roadmap sur une napkin puis tu étais capable de lever 15 millions, c'était devenu un peu trop facile selon moi. Moi, j'aime l'entrepreneur qui souffre un peu. Pour moi, c'est le vrai entrepreneuriat, c'est ceux qui durent. Donc, je pense qu'on va devenir de moins en moins intéressé par des rondes de financement. On va prendre de plus en plus de risques avec la dette parce qu'on y croit. Donc, on va moins se diluer. Et je pense que de ce côté-là, ben, chaque dépense, moi, c'est ma philosophie. Il faut les regarder. Donc, c'est un peu fini aussi pour nous, le Startup Life avec les tables de baby-foot, le ping-pong, les baristas qui font le café. J'ai recommencé à regarder les comptes de dépenses. On reste ouvert, on reste une start-up, on veut une belle culture, mais je pense qu'effectivement, on a une vision financière qui est plus, j'ai levé 10 millions, on peut s'amuser. Ouais, c'est intéressant. Et comment est-ce quand on va aller chercher du financement, en fait, on s'assure de préserver la confiance, ou en tout cas de montrer suffisamment de confiance et de rassurer les investisseurs dans ce contexte où ça a été difficile? C'est une bonne question parce que dès que je termine, je suis en conseil d'administration. Donc, c'est assez à point. Donc, je suis devant mes investisseurs dans 30 minutes. Et c'était ma discussion avant. Bon, je dis, d'un côté, il faut être transparent. Donc, il faut leur dire, dans X mois, on va manquer d'argent. On est dans telle situation. On a pris, on pense, les bonnes décisions. Nous, au minimum, on est certain qu'on a gardé la même valeur d'entreprise. Donc, on a généré des nouveaux revenus récurrents en pleine pandémie dans le divertissement, ce que je pense que personne ne fait. Donc, augmentation des revenus récurrents, baisse drastique des revenus, mais au niveau des revenus récurrents, on a augmenté. Donc, on a pris des décisions très basées sur la création de valeur à long terme, donc la valorisation de l'entreprise, plutôt que la création de valeur à court terme, qui serait, par exemple, de dire j'augmente simplement mon EBITDA ou je diminue mes dépenses. Donc, nous, ça a été la stratégie endossée par nos investisseurs et ça a rapporté. Donc, au minimum, aujourd'hui, c'est l'avantage, ça leur a rapporté. Mais il fallait prouver qu'on faisait des gestes. La coupure des salaires a quand même été bien appréciée, évidemment, par les investisseurs. On a fait des coupures difficiles à certains moments. Mais on a aussi une autre stratégie que tu parlais tout à l'heure, un peu contre-intuitive. On a gardé à peu près tous les plus hauts salariés de la boîte. Donc, je dirais que sur les 30 personnes, il y en a peut-être 10 qui faisaient plus de 100 000 par année et on peut monter. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit on est mieux être moins, mais une équipe d'élite, qu'être plus avec des petits salaires. Donc, on a décidé de garder des gens très talentueux. Ça a été au début un peu difficile à passer au conseil, parce que c'est sûr que quand tu as quelqu'un à 175 000 par année, ils disent on serait peut-être mieux de couper lui qu'en couper 3. Mais la réalité, c'est qu'on a voulu garder la meilleure équipe au monde. Puis aujourd'hui, je continue de penser que ça a été très payant. Ouais. En fait, c'est à la fois de la transparence et puis de la qualité plutôt que de la quantité finalement dans ce que tu dis. Du coup, sur cette question-là, en termes de suivi peut-être et d'indicateurs, est-ce que la façon dont on suit certains indicateurs ou les marges de manœuvre qu'on se laisse évoluent? J'imagine que oui. Et comment est-ce que vous l'avez vécu chez Connect & Go? Je dirais que généralement, on parlait finance une fois par mois. Donc, à la fin de chaque mois, comité exécutif, discussion sur les finances, c'est devenu à la semaine. On parle de transparence. Nous, on a décidé de présenter nos états financiers, donc nos chiffres, à chaque semaine à tous les employés de la direction, qui avaient le droit aussi d'en parler aux employés, malgré la situation catastrophique. La première fois que tu dis à tes employés, cette année, on va perdre 2,4 millions, il y en a certains qui font « OK, après, c'est de l'expliquer. Après, c'est la transparence. Pourquoi perdre 2,4 millions? C'est stratégique. Pourquoi on savait qu'on allait perdre ça, puis comment on allait le perdre? Donc, on est devenu avec des discussions, je dirais, à la semaine. En 8 ans de business, il y a 2 semaines, c'était la première fois qu'on se re-questionnait sur la paye, parce qu'on avait énormément de matériel pris aux douanes qui empêchait un paiement d'un fournisseur pour des centaines de milliers de dollars. Et on a eu notre premier cash crunch dans, je dirais, les 6 dernières années. Ce qui me ramène énormément en arrière. Donc, ce qui fait que la gestion du cash flow, c'était si quelqu'un veut faire une dépense de 100 $, il faut qu'il demande à mon CEO à partir à ce moment-là, parce qu'on a besoin de garder nos liquidités. Donc, on est devenu beaucoup plus tight, mais tout en faisant confiance à l'équipe. Donc, la réalité, on n'a pas voulu redevenir au micromanagement. On n'a pas voulu couper non plus le sens de l'innovation. L'innovation coûte de l'argent. Donc, on a accepté de continuer de faire des dépenses. Mais c'est sûr et certain que les KPI étaient suivis. On est rendu, je crois, avec 18 partenaires financiers. Donc, c'est 18 discussions aussi à avoir chaque mois, parce que la réalité, il faut que tu rassures tes partenaires financiers. Il faut que tu dises, mon chiffre d'affaires est rendu le même montant que ma marge de crédit.
Donc, il faut avoir une discussion autour de ça pour pas non plus attendre trop longtemps puis que tout le monde soit surpris de la situation. Donc, on gère très, très serré l'aspect financier et l'aspect relationnel. Parce que je trouve qu'un des avantages de la crise, on a recommencé à avoir du relationnel avec nos institutions financières. Moi, c'est quelque chose que j'ai aimé. J'ai vu mes directeurs de compte m'appeler. Je les ai vus venir au bureau, avoir des discussions. Et ça, je trouve qu'on l'avait un peu perdu. Avant la pandémie, on était très rendu sur « je t'envoie les états financiers, tu me fais un prêt ». Et il y a un peu plus d'humain, je trouve, qui est venu. Je ne sais pas à quel point, était chez Desjardins, vous avez de la latitude. Parce que moi, mon père était banquier, puis il m'avait dit que le plus gros changement qui l'avait troublé, c'est que la machine décidait pour lui, et avant, c'est lui qui décidait s'il croyait dans l'entrepreneur. Mais je sens qu'on redevient à des directeurs de compte qui se battent pour leurs clients. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai apprécié dans le milieu bancaire. Absolument, je peux caler dans le sens de ce que tu dis. Effectivement, c'est quelque chose qui va rester, je pense, après la pandémie, cet aspect-là, au-delà du bancaire, qui est aussi important pour à la fois les entrepreneurs et puis les institutions, puisqu'on se rend compte que c'est encore plus important aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs sur tous ces aspects-là, sur leur modèle d'affaires, sur leur marché, etc. Un point que j'aime à rappeler, peut-être qui fera peut-être écho à d'autres entrepreneurs, mais c'est que le mot dette en allemand, ça veut dire, enfin on l'exprime, il se traduit en disant Schuld, et ça veut aussi dire culpabilité, faute. Est-ce que, à ton niveau et dans les mois à venir, ton rapport à l'endettement va évoluer? Comment est-ce qu'on s'assure qu'on utilise la dette de la bonne façon? Toutes les dettes ne se valent pas. Il y a des dettes plus stratégiques que d'autres. Comment est-ce qu'on s'assure de faire les bons choix? Les bons choix, pour moi, je dirais que une des décisions en fait, que nous, on a pris, on est devenu plus frileux sur le capital de risque que la dette. Okay. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on y croit. Parce que la réalité, c'est sûr et certain que la dette, dans des situations comme aujourd'hui, les cautions personnelles, ils sont revenus assez rapidement. J'avais réussi à en faire lever quelques-unes. Tout le monde est arrivé. Bon, on aimerait bien que tu re-signes. En fait, moi, je pense que c'est motivant aussi parce que la réalité, je sais que je suis caution. Je sais que je le suis pour plusieurs millions. Je comprends pourquoi je le suis. Je le suis parce que je demande aussi aux institutions de prendre un risque un peu fou à certains moments. Donc, s'ils me suivent, ils croient dans moi et je crois dans ce que je vais livrer. Donc, la réalité, nous, on est en haute technologie. Donc, le but, c'est ce qu'on appelle un exit. Donc, c'est de vendre l'entreprise et ou de consolider le marché ou un IPO. Ce qui veut dire que mon obsession, c'est la valeur de l'entreprise. Donc, comment on valorise l'entreprise? C'est quoi les métriques pour valoriser l'entreprise? Donc, la dette doit servir à valoriser l'entreprise. La dette ne doit pas servir à du lifestyle. La dette ne doit pas servir à augmenter mon salaire, à augmenter des conditions. Elle doit servir à créer de la valeur dans l'entreprise. Et il y a beaucoup trop de gens qui se sont endettés durant la pandémie en fermant leur commerce. Donc, ils prenaient toute la dette, ils arrêtaient leurs opérations. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté ce qu'ils allaient avoir à payer plus tard. Mais moi, j'ai toujours dit, le plus gros défi avec la pandémie, c'était pas de traverser la pandémie. C'était d'avoir encore de l'essence dans l'avion quand on allait pouvoir redécoller. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se sont endettées, qui fait que quand ils vont aller voir les institutions à la reprise, ils vont dire « Ouais, on n'a plus vraiment de clients, on repart. J'ai besoin de 500 000, 1 million, 2 millions. » Ils vont déjà être pris au coup. Donc, la réalité, on a un endettement relativement élevé chez Connect & Go, mais on est capable de le justifier par la croissance des nouvelles opportunités. On a signé 4 contrats dans les dernières semaines. Bon, c'est plus que dans le dernier trimestre, mais au minimum, ça a généré des centaines de milliers de revenus récurrents. Donc, ça va nous permettre de, je crois, convaincre encore une fois les institutions de nous suivre. Effectivement, ça vient, je pense, beaucoup de ce que vous avez fait pendant la crise et ces choix-là seront porteurs quand vous devrez aller vous refinancer. Si tu avais peut-être 3 conseils à donner à des entrepreneurs, alors pas forcément dans le secteur tech, parce que les réalités sont différentes en fonction des secteurs, mais sur ce rapport-là à l'endettement et la façon de gérer les finances de façon vertueuse, quel serait-il? Moi, je dirais bootstrap le plus longtemps possible. Comme j'ai dit, moi, je suis pour l'entrepreneur qui souffre un peu. Connect & Go a été les 6 premières années de sa vie profitable, sans investisseurs et avec très, très peu de dettes. Pourquoi? Parce qu'on se finançait à même les ventes. Et je crois que les grandes entreprises génèrent des ventes et que les ventes devraient être capables de financer une très bonne partie de l'entreprise. Moi, j'ai un peu de difficulté avec de dire on va lever des millions de capitaux avant même d'avoir signé un client. Donc, moi, je pense que l'entrepreneur doit vendre et vendre. Donc, si tu me dis agilité, 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 nous, on est une culture très orientée sales. Et encore une fois, le but, c'est d'aller chercher de la dette ou du capital de risque, parce que les deux, au moment aussi où on a une certaine valeur dans le marché, parce qu'il y a des gens qui vont s'endetter très, très tôt ou qui vont se diluer très, très tôt
et qui oublient qu'ils vont avoir besoin de se réendetter, de se rediluer, de se réendetter et se rediluer. Et je me rappellerai toujours l'histoire de Sylvain Carl qui était chez Real Ventures et qui avait dit que dans sa start-up, il avait fini par se réveiller un matin, se rendre compte qu'il lui restait 4 % de sa start-up et qu'il était mieux de se prendre une job chez Twitter que de continuer dans sa start-up. Il a fait quoi? Il a donné sa démission. Parce qu'il a fini par réaliser de dire, même si on vend un business 30 millions, je vais faire moins qu'un salaire de 175 000 US par année, par exemple. Donc, je pense qu'il faut réfléchir un peu plus. Il faut arrêter de penser que, bon, je vais lâcher un call un peu provocateur, mais que les dragons, c'est la vraie vie. C'est pas vrai qu'on va à la télé et on se fait donner des 40 000, des 60 000 pour X part dans notre entreprise. C'est du show business qui est nécessaire pour faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais pour moi, c'est du show business. Donc, je pense qu'après, un entrepreneur, ça va vendre, générer des revenus, et une fois que ça a des revenus, ça va s'endetter pour créer de la valeur. OK. Écoute, je pense que c'est assez clair, hein. Vendre et revenir en fait à ce qui fait la base de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une belle conclusion en tout cas sur cet échange. Je pense qu'on a fait le tour des sujets, hein, sur effectivement comment garder le cap et gérer la dette de façon efficiente, faire des choix qui peuvent parfois être audacieux, se concentrer sur ce qu'on sait faire en fait, hein, et notre cœur de métier. Tu parlais aussi de la capacité qui était la vôtre à garder le contact avec certains clients malgré le fait que ce soit difficile, et puis revenir à des choses très basiques et capitaliser là-dessus pour construire le demain. Donc écoute, merci beaucoup Dominique, ça conclut cette première partie et ce premier bloc. Je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour le second bloc. Merci Dominique. Merci. Je comprends pas comment on peut ne pas passer par PME Montréal quand on lance une entreprise sur l'île. C'est les premiers qui croient en toi, tu sais, alors que les banques sont comme « mais t'as rien, t'existes pas ». PME Montréal, c'est les plus fins et les plus gentils du monde. PME Montréal, pour moi, c'est les meilleures années. L'aide qu'on leur fournit a un impact réel et immédiat sur leur entreprise. On est au cœur de l'écosystème entrepreneurial. On te donne accès à une multitude d'organismes et de talents au moment où ça compte. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Depuis quelques mois, le volume de transactions en ligne a bondi de façon anormale et plusieurs dirigeantes et dirigeants se demandent comment faire pour en profiter au maximum. Voici les calculs à faire avant d'y aller all-in dans le commerce en ligne. La question que beaucoup d'employeurs posent à leur CPA. Est-ce que j'ai besoin encore d'autant d'espace de bureau? Avant de déchirer votre bail, faites les calculs suivants. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième bloc sur la gestion de la dette et la capacité qu'ont les entreprises à maintenir le cap. Donc pour ce deuxième bloc, je suis donc avec Laurie Paquet-Tanir, conseillère en sécurité financière, et Nicolas Roy, directeur général de PME Montréal West Island. Nicolas, Laurie, sur ce point et sur ces sujets, on peut peut-être commencer par une question qui va mettre la table. Effectivement, après un an de crise sanitaire, quel état des lieux on peut faire sur le niveau d'endettement et sur les entreprises que vous voyez, peut-être en commençant par Nicolas qui a peut-être une vue d'ensemble, et puis ensuite Laurie. Oui, merci beaucoup. Donc, effectivement, l'état des lieux, c'est qu'après un an, et on l'a entendu tout à l'heure avec Dominique, on pensait personne, je crois que ça allait durer aussi longtemps. Après un an de pandémie, l'état des lieux, c'est que dans le réseau PME Montréal, il va y avoir eu environ 3500 entreprises qui seront passées dans le réseau à faire des demandes d'aide financière en lien avec les programmes, les fonds d'urgence. Donc, on a eu l'opportunité, effectivement, de voir plusieurs entreprises, de voir des états financiers de plusieurs entreprises.
Et puis, pour constater que plusieurs PME n'étaient pas endettés encore et avaient vraiment comme dette que des avances des actionnaires. Cela dit, la dette, habituellement, ça se planifie. Donc, lorsqu'on veut s'endetter, c'est qu'on a un projet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les besoins, on va chercher des soumissions, on fait des prévisions financières, on magasine son prêt. Et là, avec la pandémie, les gens se sont mis en mode urgence. On dit, garde, là, je suis obligé de fermer. Je suis en mode urgence, j'ai besoin de capitaux, j'ai besoin d'argent. Donc, on s'endette et on se retrouve avec une dette d'urgence qu'on a contractée sans planification comme telle. Donc, l'état des lieux présentement, et pour les équipes de PME Montréal, c'est de penser à la relance et de penser après, de dire comment on va pouvoir aider, de supporter toutes ces entreprises-là à gérer la dette. Donc, je pense qu'on l'a entendu tantôt aussi avec Dominique, c'est de dire, regarde, OK, on était en mode urgence, mais il n'est jamais trop tard pour planifier, jamais trop tard pour faire cet exercice de planification-là, puis de revenir à la base, puis de dire, voilà, tu sais, moi, comme je dis souvent, un plan d'affaires, c'est pas juste un outil pour aller chercher des subventions puis aller chercher des aides financières, c'est vraiment un outil de gestion qui peut être fort à propos comme tel, puis de dire, ben voici la situation actuellement où j'en suis au jour 365, pratiquement, de la pandémie au Québec, puis de dire, j'arrive au jour 1, puis on part pour la relance. Laurie, est-ce que tu as un bilan de cette année? Je crois que la première chose qui est le constat que je ressens autant avec ma clientèle que dans le milieu des entrepreneurs, c'est que actuellement, à cause de la crise sanitaire, on constate qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Je pense qu'on a beau faire des plans, on a beau avoir des objectifs, mais là, on a vu qu'il existe des événements imprévisibles. Et c'est vraiment le cas de l'incontrôlable et ça fait peur, cet incontrôlable-là. Et je pense que le constat, c'est que les gens sont plus conscients qu'il faut avoir une planification préventive dans le futur. Donc, la gestion des si, s'il arrive quelque chose, que ça soit autant une crise sanitaire, que ça peut être une maladie de notre personne clé dans notre entreprise, ça peut être des imprévisibles, il peut y en avoir plusieurs. On parle de notre plus grosse vache à lait, de notre plus gros client, par exemple. Donc, je pense que cette conscience-là que les entrepreneurs ont de plus en plus, et donc, je crois aussi que la crise en tant que telle, la crise en chinois, ça veut dire danger et opportunité. Je pense aussi que l'apprentissage dans cette crise sanitaire-là, c'est que les entrepreneurs ont senti qu'il y avait besoin d'agir et de saisir des opportunités. Donc, c'est ça que j'ai ressenti. Les entrepreneurs autour de moi sont très créatifs. Ils ont été créatifs de trouver d'autres façons de faire du revenu, de s'orienter dans d'autres développements des affaires. Donc, je pense que c'est ce constat-là aussi que j'ai. Les gens ont été très créatifs, les entrepreneurs dans mon réseau. Pour s'adapter. Je pense qu'on parlait d'agilité, mais c'est l'adaptabilité aussi qui est importante actuellement. Donc, saisir les opportunités face à cette crise-là qui a déstabilisé pas mal tout le monde. Effectivement, merci Laurie. Nicolas, si on doit dresser un portrait de la position que sera celle d'un bailleur de fonds en 2021, est-ce qu'il y aura un avant et un après crise? Effectivement, très bonne question. C'est sûr que là, des entreprises, comme je le disais tantôt, qui étaient non endettées, et Dominique le touchait dans le premier bloc également en parlant là, de gaz dans l'avion. C'est un peu ça. Là. Donc, comment on va être en mesure d'aider les entreprises qui étaient virtuellement non endettées précédemment et que là, ils se sont endettés pour des raisons qui peuvent être perçues comme des mauvaises raisons, là, de dire, regarde, on va s'endetter juste pour survivre et lorsque ça sera rendu à la relance, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, nous, c'est sûr que comme prêteurs, on a géré les enveloppes de fonds d'urgence pour plusieurs entreprises. Et comme je disais tantôt, on a vu des centaines de dossiers d'entreprises, des centaines de demandes, donc des centaines d'états financiers d'entreprises comme telles. Et moi, j'en parlais tantôt, on disait, ben, l'endettement était moins élevé qu'on aurait pu le pressentir au départ. Donc, Dominique en parlait dans le premier bloc également, bootstrapping au max. Je pense qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui avaient cette philosophie-là et on en a parlé tantôt. Donc, dette est souvent un peu comme négatif comme tel, de dire
s'endetter. Et on le sent, nous, dans la gestion des programmes. Il y a plusieurs entreprises qui nous approchaient pour avoir de l'aide financière dans le cadre de la pandémie. Et lorsqu'on leur disait, ben, les fonds, surtout au début de la pandémie, avant l'introduction des pardons de prêts, lorsqu'on est arrivé avec les premiers programmes qui étaient de la dette exclusivement, plusieurs entreprises nous disaient non, je ne veux pas m'endetter, je ne souhaite pas m'endetter, je vais regarder d'autres solutions comme telles. Alors que la dette est un instrument qui peut être fort profitable lorsque ça nous permet de profiter d'une opportunité d'affaires. Et Laurie l'a touché tantôt. On a vu aussi beaucoup de créativité à travers les entreprises, beaucoup de résilience, des entreprises qui ont pris la pause qui leur a été imposée au début de la pandémie, 2-3 semaines de fermeture pour faire le point et dire, OK, où je m'en vais, comment je peux vraiment pivoter dans mon modèle d'affaires et qui, là, ont fait en sorte que lorsqu'ils ont contracté de la dette, c'était non seulement en mode urgence pour survivre et permettre justement de faire le payroll dans 2 semaines, mais ça a été aussi pour dire, je vais profiter d'une opportunité d'affaires, je vais accélérer ou en tout cas me remettre en mode croissance ou en mode développement comme tel pour dire, regarde, avec une certaine agilité, et ça a été beaucoup abordé par Dominique de manière magnifique tantôt, de dire comment on peut réduire les choses, investir sur ce qui va ajouter de la valeur comme tel dans notre entreprise, éliminer ce qui ne crée pas de valeur, ce qui est de la non-valeur. Et là, ben, on parlait tantôt des tables de baby-foot puis des choses comme ça qui sont très associées aussi à la startup life dont on parlait tantôt, mais nous, comme prêteurs, pour revenir à ta question de base, c'est exactement ces éléments-là qu'on va regarder, je crois. C'est lorsqu'on a un projet, c'est de dire comment le projet ou comment ce qui nous est présenté, nous, comme prêteurs, où on peut agir pour l'entreprise pour créer de la valeur, créer de la richesse comme telle dans l'entreprise, accélérer la croissance, permettre à l'entreprise de profiter d'une opportunité d'affaires, accélérer sa croissance, puis donner de la valeur à l'entreprise, créer de la valeur dans l'entreprise également. Et nous, bien, comme organisme de développement économique, évidemment, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer de la richesse de la richesse durable dans nos communautés. Donc, on va avoir ça à l'œil. Mais effectivement, il va y avoir un avant-COVID et un après-COVID, bien évidemment. Laurie, peut-être sur ce point, est-ce que tu as des éléments à rajouter ou à compléter? Mais je pense que Nicolas a quand même pas mal répondu longuement à la réponse. Donc, non, pour l'instant, pour cette question-ci, ça va. Super. Peut-être une autre question sur les apprentissages qu'on va pouvoir en fait tirer de cette crise sanitaire. Est-ce que le rapport à l'endettement va évoluer, hein? Nicolas, tu parlais de l'importance de dédiaboliser la dette, hein, et de savoir l'utiliser à bon escient, je pense que c'est le bon terme. Qu'est-ce qu'on va garder de ce rapport à l'endettement dans un contexte où là on voit la lumière au bout du tunnel et on va s'enclencher sur des relances dans plusieurs secteurs? Laurie, en effet, ben, oui, bien sûr. Dans le fond, ben, c'est certain que je crois que les entrepreneurs ont eu besoin, en fait, d'avoir de l'aide actuellement. Donc, la plupart ont eu justement accès à cette liquidité-là qu'ils n'avaient peut-être pas avant pour gérer cette crise-là, puis être capable de justement agir sans de devoir malheureusement cesser toute activité. Donc, je crois que maintenant, ben, l'ayant déjà vécu, avoir cette liquidité-là pour avoir des actions concrètes, pour pouvoir continuer leur croissance, avoir des idées, encore une fois, être créatifs, diversifier leurs revenus. Beaucoup d'entrepreneurs ont fait le virage technologique. Je vais te donner un exemple. J'ai un entrepreneur qui a un centre de conditionnement physique, puis bon, on veut pas, les gyms sont encore fermés. Ils vont réouvrir seulement le 26 mars, donc ça fait longtemps. Il a dû vraiment virer sa pratique complètement au niveau de à domicile, donc vraiment de pouvoir avoir un soutien technologique qui permet de rencontrer des clients à distance. Donc, ce virage-là, ben, justement, sans cette liquidité-là, il n'aurait pas pu nécessairement faire le virage en assumant, en fait, ses dépenses au travail, donc de sa location de centre et tout ça. Donc, je crois que ça l'a aidé l'entrepreneur à comprendre que pour avoir des nouvelles idées, créer justement de la valeur puis s'amener plus haut, cette liquidité-là est pertinente, effectivement. Excellent. Est-ce que, Nicolas, tu voudrais rajouter un point sur cette question des apprentissages qu'on fait de cette gestion de dette en temps de crise? Oui, bien, effectivement. Donc,
on t'en parlait tantôt, toutes les dettes ne se valent pas, puis il y a de la mauvaise dette. Malheureusement, ce qu'on peut voir chez certaines entreprises, puis c'était dans les périodes de crise, puis je vais remonter à il y a une douzaine d'années, quand on était dans la crise financière, c'est un peu la même situation où je me souviens qu'on donnait, je participais à des panels même à l'époque où on disait c'était quoi les bonnes pratiques pour la gestion de la dette, puis c'est sûr qu'une des plus mauvaises pratiques, c'est de loader ses cartes de crédit personnelles pour l'entreprise, évidemment. Donc là, on se retrouve vraiment dans une mauvaise dette et là, on creuse, comme on dit, on peut creuser sa tombe avec ça. Par contre, et là, Laurie l'a touché aussi, plusieurs entreprises ont eu besoin d'aide et l'aide qui a été offerte est quand même de la dette à des conditions qui sont, appelons-les, là, extraordinaires comparativement au marché. Tu sais, on parle de dette à très faible taux d'intérêt, voire sans faible taux d'intérêt, avec aussi des modalités de remboursement très flexibles, avec des moratoires de 6-12 mois, voire même plus, sur le remboursement de capital. Au concept de pardon de prêt qui a été introduit comme tel, autant pour le compte d'urgence entreprise canadienne, le fonds d'aide à la relance régionale, le phare, ou encore le prêt PAU-PME, le prêt d'aide d'urgence aux entreprises. Donc, il y a ça. Donc, il y a quand même sur le marché, et ces programmes-là existent encore. Donc, tu sais, aux entreprises qui nous écoutent présentement, ces programmes-là existent encore. Et si on est en mode relance ou en mode, là, présentement, de dire, regarde, j'ai un redressement à faire, j'ai une relance comme telle, il existe des fonds à des conditions qui sont, comme je l'ai dit, extraordinaires sur le marché. Donc, c'est le temps d'en profiter avant, justement, que là, ces programmes-là s'épuisent d'ici quelques mois et que là, on retombe dans des conditions de marché plus normales. En effet, puis pour renchérir avec Nicolas, ce que tu dis effectivement par rapport aux entrepreneurs qui nous écoutent, justement, pour gérer cette dette-là ou de la prévoir, bien, c'est important peut-être de réviser, en fait, le budget d'entreprise, de voir où est-ce que, justement, comme Dominique l'a mentionné, donc il y a peut-être des coupures à faire, tout dépendant où est-ce que c'est pertinent de le faire, mais d'avoir un budget qui est équilibré au niveau des dépenses par rapport aux revenus et des prévisions du revenu, respecter les engagements, mais aussi justement payer les taux d'intérêt des dettes où les taux sont les plus élevés pour être capable de justement, s'il y a un autre passif à entrer dans l'entreprise, mais qu'il y a une gestion d'ordre de priorité, parce que souvent le plan de gestion des dettes justement n'est pas nécessairement clair pour l'entrepreneur, donc d'être sûr de régler les dettes les plus coûteuses au niveau des intérêts. Puis aussi, peut-être revoir aussi son train de vie comme entrepreneur. Je pense que c'est un point que j'entends souvent dans ma clientèle. Donc, des fois, on a du succès comme entrepreneur, on a peut-être un train de vie qui est un petit peu... on profite de la vie, c'est normal, mais je crois que là, c'est aussi comme entrepreneur, comme propriétaire, de réviser son train de vie. Je pense que c'est un aspect aussi qui va pouvoir être important à considérer là, au niveau du plan. Effectivement, je pense qu'il y a, on l'a vu hein, avec Dominique, il y a beaucoup de choses qui sont très vraies dans ce que vous dites. Est-ce que vous pourriez l'un et l'autre nous présenter quelques mécanismes, en tout cas des bonnes pratiques très concrètes lorsqu'il s'agit de mieux gérer ses liquidités et peut-être d'avoir la capacité à faire face aux imprévus qui, on le sait là, je pense que beaucoup d'entrepreneurs en ont fait les frais. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des choses à mettre en œuvre pour se prémunir de ces imprévus? Oui, je peux peut-être y aller. Essentiellement, je te dirais, c'est revenir à la base. Donc, c'est très basique, là, revenir à la base, c'est-à-dire, regarde, OK. Puis, j'ai beaucoup aimé le commentaire tantôt de Dominique qui disait, tu sais, on s'est remis en mode start-up parce qu'on était devenu une entreprise corporative avec process. Tu sais, c'est un peu ça. Des fois, on perd de vue comme tel. Et puis, c'est de revenir à l'essentiel. Donc, de dire la fameuse règle du 80-20. Là. Donc, le 80% de mes ventes qui sont les plus lucratives ou qui me rapportent le plus sont où? C'est faire des choix difficiles, apprendre à dire non à certains clients qui sont moins payants ou autres, de refaire des prévisions financières comme telles en disant, bon, voici de manière très conservatrice et objective les revenus que je prévois dans les 6 à 12 prochains mois. Et Dieu sait que c'est très difficile présentement de faire des prévisions financières dans un contexte d'incertitude comme on vit, mais il faut le faire quand même.
et d'essayer de voir à travers les prévisions, justement, de dire, ben, qu'est-ce qui crée de la non-valeur là, dans ça, dans mes dépenses en même temps, en disant comme, qu'est-ce que j'ai besoin de maintenir en termes de dépenses. Faire des choix difficiles aussi, peut-être au niveau de la main-d'œuvre, en disant, et ça aussi, Dominique l'a très bien illustré tantôt, d'une manière, et c'est une philosophie qui s'adapte bien à son entreprise et comme tel, de dire de faire des choix, de garder une équipe ultra performante plutôt, d'y aller sur la qualité plutôt que sur la quantité. Donc, de dire, regarde, je vais segmenter mon marché, je vais regarder. J'ai des stocks, si je suis une entreprise qui vend, j'ai des stocks comme tels qui traînent. Est-ce que je suis mieux pour aller me chercher de la liquidité, de liquider ces stocks-là à un prix plus faible pour faire rentrer de l'argent? Des concepts de base comme le coût de revient, comme tel, en disant comme est-ce que si je suis une entreprise qui produit quelque chose ou une entreprise de service, pour lequel est-ce que mon coût de revient est encore bon, est encore valide? Ça fait combien de temps que je n'ai pas revisité ces aspects-là? Donc, c'est tous des concepts de base qu'on dit de revenir à la base comme tel, puis de favoriser en fait l'entrée de cash, limiter les dépenses, faire des choix, éliminer ce qui ne crée pas de valeur, garder ce qui crée vraiment de la valeur et, comme je dis, planifier. Avoir un plan, puis comme on dit en anglais, stick to the plan. Ouais, puis pour enchérir, avoir un plan, réviser son plan d'affaires, son modèle d'affaires, parce que je pense que, comme on a dit, puis Dominique l'a bien illustré, il y a un avant-COVID, il y a un après-COVID. Donc, le modèle d'affaires doit être révisé, mais aussi avoir un plan qui est un petit peu plus tangible en termes de temps. Donc, surtout que le cycle décisionnel est un petit peu plus court, clairement, actuellement. Donc, d'avoir un plan trimestriel, c'est hyper important. Puis en termes de prévision de revenus, mais d'actions concrètes, aussi de vraiment investir et informer ses employés du plan aussi. Je crois que tout le monde doit être on track, un peu dans la même direction, dans la même vision. C'est important d'avoir l'équipe qui se soutient, je crois, à ce niveau-là aussi. Les entreprises qui ont peu d'employés, 4 ou 5, c'est quand même plus simple, mais si c'est une PME qui a quand même plus de 25 employés, mais il faut quand même être capable de mobiliser les gens puis de leur faire comprendre que cette incertitude qu'on vit, ben, c'est de la vision qu'on va prendre. Donc, je pense que Dominique l'a très bien illustré tantôt, d'être transparent puis d'informer l'équipe de la vision puis du plan puis de où est-ce qu'on s'en va. Puis aussi, ben, de suivre ces indicateurs, je crois, Nicolas, tu l'as bien dit, donc de suivre ces indicateurs de fonds de roulement, la trésorerie, les comptes clients, les stocks, le revenu, la croissance, de les suivre de proche, ces indicateurs-là, pour être capable de prendre des décisions plus au day-to-day par rapport à où est-ce que les entrepreneurs sont rendus et d'avoir un fonds d'urgence, ne pas négliger le fonds d'urgence, donc de prévoir ce fonds d'urgence-là aussi, c'est important. En fait, je pense qu'on pourrait résumer vos propos en disant que finalement, les bonnes pratiques, c'est de revenir à des choses très simples, en fait, à de la frugalité, à des indicateurs qu'on a tendance à oublier quand les choses, en fait, se portent ou vont mieux, en fait. Un point sur lequel je voudrais peut-être revenir, vous l'avez mentionné, hein, toutes les dettes ne se valent pas. Il y a des dettes qui sont plus payantes que d'autres, mais tous les entrepreneurs éclairés savent qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent. Est-ce que, Nicolas, sur le point de qu'est-ce qu'une dette bien employée ou bien utilisée versus une dette qui est un peu moins stratégique, est-ce que sur cette question-là, tu aurais des éléments de réponse à apporter? Oui, effectivement. Puis on y a déjà touché à travers là, ce qu'on a parlé précédemment comme tel, de dire, regarde, ce qui crée de la valeur ou ce qui va permettre de créer ou de donner de la valeur à une entreprise, à mon entreprise. Si je suis un entrepreneur et que je m'endette pour des mauvaises raisons, pour dire, regarde, bon, Laurie a touché en disant comme, moi, je trouve que mon train de vie, comme moi, je suis un entrepreneur, puis je devrais avoir un plus gros train de vie, je devrais rouler en Mercedes, telle affaire déjà, puis comment ça se fait que, tu sais, fait que je vais m'endetter pour arriver là. C'est pas de la bonne, c'est pas motivé par des bonnes raisons, mais on en parlait tantôt, lorsque c'est de la dette, qui est planifiée. Je pense qu'on vient à ce concept-là où on dit, regarde, on a une dette qu'on va contracter en lien avec un projet qui consiste à dire, exemple, je veux augmenter la productivité dans mon entreprise, j'ai un commerce de détail, puis je veux améliorer la présentation dans mon magasin pour la relance, pour être prêt comme tel, rentrer des nouvelles lignes de produits parce que j'ai vu un shift dans le marché qui m'amène là. On peut investir aussi pour accroître et dynamiser sa présence en ligne avec un site web transactionnel. Donc ça vaut la peine si à l'autre bout, dans notre processus de planification comme tel, on peut voir une croissance des revenus, une croissance des profits
et également qui va permettre de donner de la valeur à l'entreprise. Parce que lorsqu'on n'a pas de croissance, par définition, c'est comme un peu de la décroissance. Et comment on peut y arriver? Justement, la dette peut être un levier formidable lorsque bien utilisé, lorsque planifié. Puis j'en ai parlé en introduction aussi. Dans un contexte ordinaire, un contexte d'affaires normal, comme on n'a pas vécu depuis quelques mois, mais dans un contexte normal, on va planifier longuement, on va se questionner, on va aller chercher des soumissions, puis on va magasiner surtout. Et là, je vais passer la rondelle à Laurie en disant, moi, ce que je conseille aussi, c'est d'aller chercher de l'aide, chez des professionnels qui peuvent justement nous diriger et nous dire, voici dans ton contexte, dans ton scénario, quel serait le meilleur scénario, quelle serait la meilleure forme de dette ou la meilleure forme là, de financement à aller chercher pour ton projet dans ton entreprise particulière. Effectivement, puis j'aime bien donner l'exemple dans notre vie personnelle, on a certaines bonnes dettes et certaines mauvaises dettes aussi. Si on veut, je vais vous donner 2 exemples. Quand on achète un actif immobilier, donc une maison, un plex, un chalet, bien, il y a une certaine valeur au bout du compte, donc on va payer une hypothèque qui a un taux d'intérêt en ce moment très, très au plancher, on s'entend. Donc, ça crée de la valeur. Lorsqu'on a fini de payer l'hypothèque, bien, il y a une valeur au bout du compte. Donc, c'est une bonne dette versus quand on achète une voiture, on met nos clés à l'intérieur et c'est déjà fini, il y a de la dépréciation. C'est un peu la même chose en entreprise. Donc, j'appelle ça en entreprise, une bonne dette, c'est un passif actif. Donc, c'est un passif qui va avoir de l'activité, qui va créer de la valeur, justement, comme Nicolas l'a très bien expliqué. Pour que ça crée de la valeur. Puis, on peut parler, par exemple, d'un immeuble commercial. Est-ce que ça vaut plus la peine que je loue mes locaux ou est-ce que ça vaut la peine que j'achète finalement cet immeuble commercial-là? Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que mon budget me le permet? Il faut comprendre que d'avoir une dette, donc soit en recherche et développement ou en actif immobilier pour un entrepreneur, bien, éventuellement, cette dette-là va être remboursée. Il va y avoir de la valeur qui va perdurer au bout du compte à vitam aeternam pour la pérennité de l'entreprise. Donc, la dette, elle est en tant que telle temporaire à un certain point. Donc, il faut le voir comme un levier qui n'est pas permanent non plus. Donc, ça peut vous donner peut-être un exemple personnel versus professionnel, un petit peu pour que peut-être rendre la compréhension un peu plus tangible. Effectivement, merci beaucoup, Laurie, Nicolas. Un autre point que j'aimerais aborder avec vous, c'est effectivement sur le fait que la dette, hein, vous l'avez dit à travers vos exemples, ça reste un outil de croissance, pas inévitable, mais en tout cas important. On le sait, hein, on va arriver là sur un retour pour en tout cas certaines entreprises à une gestion un peu plus habituelle, à un mode un peu plus nominal. Comment est-ce qu'on anticipe ce retour à la normale et comment en fait on met en œuvre les meilleures pratiques? Nicolas, tu parlais de planification financière et de son importance. Comment est-ce qu'on s'assure de les maintenir dans le temps et comment on s'y prépare? Laurie, si tu as des exemples aussi concrets d'entreprises que tu as pu accompagner, je pense que ce sera très pertinent. Je t'en prie, la parole est à toi. Oui, bien, en fait, comme je disais, juste pour peut-être commencer comme ça, une dette qu'on a octroyée lors de la pandémie, puis on a décidé de se revirer de bord, d'être créatif, d'avoir une nouvelle source de revenus qu'on n'avait peut-être pas avant. Il faut comprendre que dans la relance, de retour à la normale, il ne faudrait pas balancer cette idée-là puis recommencer à la normale. Je pense que ça vaut la peine de diversifier son revenu puis de maintenir ce modèle d'affaires-là en place. Peut-être qu'il va y avoir justement des sources de revenus différentes de ce qu'il y avait avant. Et je vais donner un exemple. Justement, j'ai une entreprise de nutrition où il y a plusieurs nutritionnistes qui étaient dans une grosse clinique de nutrition et ils ont tous fait le virage technologique. Ils ont commencé à faire des webinaires en ligne. Donc, pour que les gens s'inscrivent, ils ont enregistré, ils ont pris du temps, hein, c'est un temps plus mort. Donc, ils ont pris du temps pour créer des webinaires en ligne et leur permettre d'avoir une nouvelle source de revenus. Ils se sont vraiment équipés dans un studio, ils ont mis dans la technologie, ils ont vraiment une plateforme en ligne de e-commerce qu'ils ont mis en place. C'est vraiment intéressant. Fait qu'ils ont fait ça à cause de la pandémie et des ressources qui leur ont été offertes pour leur soutien. Je crois que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir maintenir après et qui va leur donner carrément une nouvelle source de revenus qu'ils n'avaient pas. Donc, je crois que c'est vraiment comment anticiper de revenir à la normale. Je crois que c'est de ne pas penser à avant, justement, de penser à c'est quoi le futur par rapport à des acquis, puis la créativité, puis le développement des affaires qui a eu lieu pendant justement la pandémie pour vraiment combiner l'avant-après, finalement, ensemble. C'est un petit peu ça l'exemple que je pourrais vous donner
dans ma clientèle actuellement. Non, c'est intéressant. En fait, c'est le point de dire que la diversification des revenus qui en fait a dû s'imposer pendant la pandémie et le virage numérique va devoir rester. Et donc, ces bonnes pratiques-là vont devoir se maintenir. Est-ce que, Nicolas, sur ce point de la façon d'anticiper ce qui s'en vient, est-ce que tu as peut-être des éléments à rajouter? Mais oui, parce que c'était très pertinent, tout à fait pertinent ce que Laurie dit. Puis l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à ça et qu'on constate comme tel, c'est qu'effectivement, la pandémie a été très difficile pour plusieurs entreprises. Malheureusement, certaines entreprises vont fermer leurs portes. Et lorsqu'on a géré les fonds d'urgence, évidemment, il fallait, nous, se conformer aux exigences des divers paliers de gouvernement. Donc, si on disait, bien, pour être admissible à tel programme, vous devez fournir un budget de caisse prévisionnel sur 6 mois. Donc, c'était demandé à toutes les entreprises. Et on parle souvent du concept de littératie financière au Québec et de dire à quel point, justement, ce n'est pas enseigner suffisamment dès le secondaire ces concepts-là de faire. Et tu parlais tantôt, Laurie, du concept vie personnelle, vie professionnelle. Donc, les gens qui ne l'ont pas appris au niveau personnel non plus, lorsqu'ils se lancent en affaires, ils ne l'auront pas plus au niveau de leur entreprise, dans le secteur des affaires. Ce qu'on constate, c'est que malheureusement, trop d'entreprises, trop d'entrepreneurs sont encore incapables de maîtriser ces outils de base-là, de faire un budget de caisse prévisionnel sur 6 mois avec un fichier Excel. Comme tel, c'est encore difficile. Donc, quand je disais d'aller chercher de l'aide, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide parce que sans ça, comment on fait pour savoir qu'on est rendu si on ne sait pas où on s'en va? On dit souvent ça, mais là, plusieurs entreprises qu'on a constaté, on dit l'expression « vivre à la petite semaine », c'est souvent ce qu'on voit. Là. Donc, l'argent rentre comme tel et comment on peut faire justement pour avoir un bon contrôle de la dette si on a de la difficulté à faire des prévisions. Donc, des organismes, il y a des professionnels comme Laurie, des organismes comme le nôtre, PME Montréal, qui sont là au service des entreprises. Et on associe souvent ça à du financement, mais ce n'est pas que du financement, c'est aussi de l'aide technique pour justement gérer ça et voir où vous en allez dans l'entreprise. Donc, il y a probablement plusieurs entreprises et certains peut-être qui nous écoutent aujourd'hui qui disent « Oui, c'est bien beau ça, de ce qu'il dit M. Roy, de faire de la planification, mais moi, je n'ai pas l'expertise, je n'ai pas les connaissances pour le faire. Qui peut m'aider? » Bien, il y a plein de monde qui peuvent vous aider. Laurie en fait partie, puis les professionnels chez PME Montréal. Enfin, je pense que c'est le premier aspect, c'est ça. Donc, peut-être une inquiétude de dire oui pour l'après, mais il y a ce concept-là, puis j'en profite, mon petit mot éditorial, de dire la littératie financière, ces concepts-là, de faire un budget comme tel devrait être enseigné, mais sans être enseigné en survol à l'école. Ça devrait faire l'objet dès le secondaire de cours en bonne et due forme en finance. C'est des tendances qu'on voit revenir à la question de l'autonomie financière à la fois pour les particuliers. Je pense que c'est une tendance lourde. Hein. J'ose espérer qu'elle répondra à ce que tu appelles de tes voeux, Nicolas. Si vous aviez l'un et l'autre peut-être 3 conseils à donner à des entrepreneurs qui se posent des questions sur la gestion de leurs dettes, quels seraient-ils, en commençant peut-être par Laurie? Oui, mais je pense qu'on a quand même couvert certains de mes points de la fin, mais par contre, je pense que c'est vraiment de revenir à la base, un petit peu comme Nicolas disait, donc d'avoir vraiment de réviser sa mission, vision, valeur. Aussi, peut-être faire une espèce d'étude de marché pour voir qu'est-ce que mes compétiteurs ont fait. Tu sais, disons, vous avez fait des actions, mais je pense que c'est important d'être curieux. Dire dans mon domaine, qu'est-ce que les autres ont fait? Peut-être qu'on n'a pas nécessairement ce réflexe-là, mais c'est important de voir un peu pour peut-être avoir des nouvelles idées, peut-être concrétiser certaines idées qu'on avait aussi pendant la pandémie, revoir le modèle d'affaires. Ensuite, un plan de gestion des risques qui peuvent être stratégiques, de conformité, des risques financiers, des risques opérationnels. Donc, gérer les si pour s'assurer d'être vraiment bien équipé et d'avoir un processus advenant qui arrive quelque chose d'incontrôlable.
Puis, Nicolas l'a dit, mais je prône cet élément-là aussi, c'est juste s'entourer des bons professionnels. On a toute notre expertise, on a tous nos limites dans notre savoir. On peut être généraliste et connaître un petit peu de tout, mais s'entourer des bonnes personnes et d'avoir une bonne équipe. Les entrepreneurs qui nous écoutent, vous êtes choyés d'avoir la chance de choisir avec qui vous voulez travailler. Donc, prenez le temps de décider, de vous faire accompagner, aller chercher de l'aide, mais sans dire que vous n'êtes pas assez bon pour le faire seul, mais c'est d'aller chercher des ressources, en fait, pour vous amener plus loin puis d'être vraiment bien accompagné. C'est vraiment les trois conseils que je donnerais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, se benchmarker, faire de la gestion de risque et puis bien s'entourer. Je pense que c'est pas mal les trois conseils. Je pense que sur le point de bien s'entourer, Nicolas, tu pourras pas t'y opposer. Est-ce que tu as peut-être d'autres conseils très pragmatiques à donner à des entrepreneurs qui nous écoutent? Oui, bien, je partage tout à fait les trois conseils de Laurie. Évidemment, on en a touché comme tel. Je pourrais ajouter à ça une autre chose, c'est de ne pas hésiter à prendre un pas de recul, prendre une pause, prendre un pas de recul et se remettre en question, comme entrepreneur, comme personne, comme entrepreneur, en disant qu'est-ce que je veux, moi, comme futur. Donc, vous avez le droit de vous poser la question, à dire, regarde, votre vie a été probablement fortement malmenée, votre santé mentale a été fortement malmenée comme telle, puis dire, regarde, moi, qu'est-ce que je veux, puis je ne veux pas revivre ça. Donc, comment je fais pour ne pas revivre ça? Bien, c'est d'avoir justement un plan pour dire, bien, regarde, il y a un plan de gestion de risque, comme Laurie disait, en disant, bien, voici, si jamais ça arrive, je serai préparé, j'aurai comme des réponses à donner, j'aurai des choses. Donc, de se remettre en question pour dire, qu'est-ce que je veux, comment je veux que la suite se passe, moi, comme entrepreneur, qu'est-ce que je ne veux pas revivre et quels sont les moyens que je peux mettre en place pour éviter que ça se reproduise. C'est que si ça se reproduit dans le futur, et personne ne souhaite que ça se reproduise, évidemment, mais si c'était le cas, comment je vais réagir comme tel, puis de se préparer. Encore là, je vais revenir avec l'idée de bien s'entourer puis d'aller chercher les ressources parce qu'il y a des gens qui sont des professionnels qui peuvent aider les entrepreneurs à mettre en place ce genre de plan-là, puis à faire en sorte que dans l'avenir, on sera mieux préparé. Si jamais ça arrive, il y aura des réponses, on aura des leviers à tirer, des mécanismes à mettre en place pour mieux se protéger, même nous-mêmes, comme individus, comme entrepreneurs, à travers ça. Effectivement, je pense que le point que tu amènes, Nicolas, de la capacité que vont avoir les entrepreneurs à faire un step back et à se poser les bonnes questions, je pense que c'est aussi une bonne façon d'envisager ses finances. Je pense que c'est assez opportun. Peut-être une question complémentaire à vous deux, au regard de votre expérience et des entreprises que vous voyez. Est-ce qu'il y a peut-être des spécificités liées aux travailleurs autonomes ou aux entreprises de taille plus petite liées à la gestion de la dette? J'imagine qu'évidemment, ça dépend des secteurs dans lesquels elles opèrent. Je pense qu'il n'y a pas une réalité qui est identique. Mais est-ce qu'il y a peut-être des spécificités liées à des entreprises de taille plus petite et ou à des travailleurs autonomes? Ou bien est-ce que tous ces conseils s'appliquent, bien évidemment? Je pense évidemment que c'est ça, il peut y avoir des spécificités, mais comme on disait, le concept même de revenir à la base peut s'appliquer pour une petite entreprise comme une grande entreprise. Puis moi, j'entendais à C2 Montréal il y a quelques années la CEO de GE, la compagnie très grande GE, disait qu'elle voulait insuffler à son entreprise une mentalité de start-up. Donc, tu sais, c'est un peu ça de dire, regarde comme tel. Et sans de dire aux plus petites entreprises, il y en a qu'on sait qui ont malheureusement tout perdu. Donc, qui avaient de l'activité, qui étaient une petite entreprise à une ou deux personnes, souvent des entreprises familiales, et qui vont malheureusement avoir tout perdu. Donc, comment on peut se mettre dans un contexte de redémarrer à partir de presque rien comme tel? Est-ce qu'on a le désir? Donc, c'est ce concept-là de revenir à la base, de se remettre en mode start-up, de regarder où sont les opportunités, lesquelles sont les plus lucratives comme telles. C'est des principes de base, je pense, qui, dans le contexte actuel, peuvent s'appliquer à peu près tout le monde. Puis, sans garantir le succès, évidemment, vont augmenter les chances de succès fortement qu'on peut avoir, peu importe qu'on soit une personne ou 50 personnes. Je peux renchérir avec un exemple. Justement, j'ai un client qui est restaurateur. Les restaurateurs sont durement touchés. Donc, Nicolas, je renchéris sur ce que tu dis. Je crois qu'il y a aussi une philosophie d'entraide
entre les entrepreneurs, des plus petites équipes, des plus petites entreprises. Donc, par exemple, le restaurateur que je connais fait des partenariats avec une cabane à sucre actuellement pour faire des boîtes de cabane à sucre. Fait que je crois qu'il y a de l'entraide humaine qui s'est développée dans les plus petites entreprises pour s'aider, même si c'est des compétiteurs indirects, ben, ils s'entraident pour amener un nouveau produit, une nouvelle idée. Les microbrasseries aussi avec les restaurateurs. Il y a des belles idées créatives. Je pense que ça va leur permettre de... il n'y a pas vraiment, encore une fois, le plan doit être fait autant si on est seul qu'une petite entreprise, mais je crois qu'il y a aussi cette entraide-là humaine, qu'il y a des idées qui germent de ces plus petites entreprises-là, c'est motivant, puis c'est passionnant de les voir aussi aller. Donc, voilà. Non, mais ça, c'est très pertinent. Puis c'est ça, c'est bien de voir qu'on parlait tantôt de résilience, puis des entrepreneurs qui sont opportunistes comme tels, qui voient justement ces opportunités-là, puis qui sont capables de surfer sur la vague de solidarité entre entrepreneurs, mais aussi que les consommateurs ont pour les produits locaux maintenant. Donc, on a eu une accélération un peu forcée de ça, puis qui tombe à point. Et c'est ça, effectivement, l'exemple des boîtes cabane à sucre avec les restaurants et autres, avec des produits locaux combinés. On voit ça un peu, puis c'est formidable. Et là, on est tous tentés d'en profiter. Mais ça, c'est bien de voir. Puis je pense que les gens, ce que ça aura comme legs, cette pandémie malheureuse-là, puis les effets, je pense que moi, ce que je constate dans les conversations que j'ai avec des gens, des citoyens, c'est de dire « Ah, j'ai découvert des entreprises dans mon entourage près de chez nous qui ont des produits extraordinaires, chez qui je n'étais jamais allé avant ou je n'avais jamais acheté. » Et souhaitons simplement que ces habitudes d'achat-là pourront perdurer au-delà de la pandémie, puis permettre justement à nos entreprises locales, on parlait des commerces puis des restaurants, là, justement, qui ont dû mettre en place des mesures, bien, espérons qu'ils vont pouvoir continuer de profiter de cette vague de sympathie-là dans le futur également. Écoutez, merci Nicolas et Laurie, c'était extrêmement riche. Je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon des bonnes pratiques quand il s'agissait de bien gérer sa dette et ou d'optimiser les ressources. Donc, écoutez, je vais vous remercier et puis je vais conclure ce second panel par effectivement vous remercier. Et puis je pense le mot de la fin, vous l'avez dit, que ce soit Dominique, Laurie ou toi Nicolas, de bien savoir s'entourer. Je pense que c'est extrêmement important de ne pas hésiter aussi à se benchmarker, à faire de la gestion de risque. Et puis Laurie, le point que tu as amené sur la coopétition, la capacité qu'auront les acteurs à travailler ensemble, je pense que c'est aussi un point important, un levier à explorer quand il va s'agir de gérer sa dette et ses ressources de façon efficiente. Écoutez, je vous remercie et je vous salue et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.